Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, je ne suis pas le seul, comme vous le savez, dans tous mes états. Ce qui se passe actuellement, alors, intéressant. Une pause, oui. Donald Trump a fait une pause. Lui, qui toutes les heures annonce des choses, depuis 2 mois et demi, ça n'arrête pas 1 minute, 24 heures sur 24. Donald Trump décrète la pause. Dans quoi? Eh bien, dans les sanctions ou dans la hausse des tarifs douaniers. Alors, pause de 90 jours, sauf pour la Chine. Alors, pour le moment, donc, l'Europe qui devait se concerter, va se concerter pour répondre, mais peut-être qu'ils vont prendre le temps, puisqu'ils ont dit attention, prudence et équilibre. Virginie Joron, bonjour. Bonjour. Alors, Virginie, toujours content de vous recevoir et de vous écouter. Vous êtes députée européenne, je le rappelle, et donc est-ce que, juste un mot là-dessus, est-ce qu'au Parlement on se dit tiens maintenant on va avoir le temps, maintenant qu'il y a une pause de 90 jours décrétée par le président américain, ou est-ce que c'est le branle-bas de combat pour répondre quand même à ce tsunami de tarifs annoncé par Washington? Effectivement, c'est plutôt branle-bas de combat, comment on fait, comment on réagit, c'est la désorganisation totale. Je vais vous donner un exemple. Oui. J'ai eu la commissaire du numérique Virtunen en audition ce lundi, et j'ai réagi par rapport à cette amende que la commission plancherait en ce moment. Moi, j'ai entendu $1 milliard. Ça a été un peu l'information qui circulait. L'amende contre X, c'est ça? Contre X, oui, contre Twitter. X, au regard de a priori de l'inapplication du règlement du DSA. Et donc, on a eu cette rumeur qui est partie du New York Times, qui a atterri dans certains journaux ici. Et donc, j'ai posé la question, je dis, est-ce que c'est une rumeur ou pas? Eh bien, elle n'arrivait pas vraiment à répondre parce qu'elle était gênée. Parce que je pense qu'effectivement, ils se servent de cet outil pour un petit peu négocier d'autres accords, d'autres problématiques. On l'a vu avec, effectivement, Trump l'avait dit, America First, donc il est en train de mettre tout en place pour effectivement privilégier son marché. Et donc, avec cette réécriture pour nous, de notre marché, puisqu'il faut qu'on s'adapte, et aussi, nous on l'avait déjà dénoncé, il faut qu'on se renforce. Mais effectivement, depuis des années, tout était ouvert. Il y avait d'ailleurs un autre exemple, et j'ai aussi posé la question, cette non-souveraineté que nous avons au regard du numérique, où on est dépendant de Microsoft, Google, des GAFA. Est-ce que là aussi, c'est pas aussi une opportunité pour la Commission de réviser ces contrats? Effectivement, elle n'a pas répondu parce qu'ils sont dans le flou. Ils ne savent pas aujourd'hui encore comment réagir à cette pause que Trump vient d'annoncer. Et quand il y a du flou, il y a un loup, et ce loup-là, vous le connaissez aussi bien que moi, Virginie Joron, c'est l'absence totale, mais depuis 25 ans, 30 ans de plan B en ce qui concerne les ordinateurs, en ce qui concerne les plateformes, en ce qui concerne tout cela. Effectivement, aujourd'hui, si on ferme Microsoft, on ferme X, on ferme tout ça, quels sont les produits de remplacement? On sait que c'est pas demain que ça va surgir tel un enchantement. Mais je voudrais revenir à effectivement la liberté d'expression. Alors, vous en avez parlé, Virginie Joron. Nathalie Loiseau, je rappelle à nos auditeurs et spectateurs que Nathalie Loiseau, députée centriste du groupe Réunion Europe, a été élue donc président de la commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie du Parlement européen. Donc voilà, la démocratie est en danger, on va faire un bouclier. Alors très bien. Alors, de quoi cette commission spéciale est-elle le nom? Et quand on lit un peu le libellé des choses, il y a cet amendement, cet alinéa très intéressant. Donc cette commission ou cette commission spéciale devra lutter contre les campagnes d'information et la communication stratégique de pays tiers malveillants, les étrangers extra-européens bien sûr, y compris par l'intermédiaire d'acteurs et d'organisations nationaux de l'Union qui nuisent aux objectifs de l'Union européenne et qui sont créés pour influencer l'opinion publique de l'Union. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Eh bien, déjà, qu'est-ce qu'un pays tiers malveillant? Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que Donald Trump et les États-Unis sont un pays tiers malveillant, puisqu'on voit bien qu'ils veulent renégocier les tarifs douaniers? Est-ce qu'en tout cas, la Commission considère que c'est un pays tiers malveillant? Et donc, de ce fait,
s'ils considèrent cela, est-ce que moi, j'ai le droit, puisque, comme on voit, ils disent, y compris par l'intermédiaire d'acteurs d'Organisations Nationales de l'Union, donc moi, est-ce que je peux reprendre le discours de Trump et critiquer l'Union européenne et sa politique? Quand on lit effectivement ce paragraphe, qui est incroyable, parce que là, il ne lutte pas contre la désinformation. Là, c'est l'information, et finalement, toute critique de pays tiers du malveillance sans le définir, et qui remet finalement la liberté d'expression au regard de ce texte. Et c'est pour moi encore plus grave, parce que vous avez vu, hein, comme l'a dit souvent, le diable se cache dans les détails. Mais effectivement, vous avez vu, c'est un peu le petit dé planqué à la 7e page. Il est important, parce que ce qui veut dire que là, la liberté d'expression est vraiment remise en question. Pas de définition de pays tiers malveillant. Qu'est-ce que sont les objectifs de l'Union? Oui. Là, ce n'est pas défini. Et pour influencer l'opinion publique de l'Union, là également. Donc, on voit bien qu'ils sont en train de mettre en place un outil pour contrôler les médias. Ça, on le savait, il y a eu une conférence avec les fact-checkers, et donc, effectivement, Nathalie Loiseau est allée les soutenir en leur disant qu'elle voulait institutionnaliser leur métier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ces gens vont avoir une compétence, un aura et peut-être un pouvoir. Contrôleur autorisé, oui, c'est ça. Voilà, contrôleur autorisé avec le label de l'Union européenne et avec votre argent, parce que ces gens-là ne sont pas bénévoles. Et en même temps, en parallèle, la volonté de contrôler toutes les élections, puisque Madame Virkkunen, que j'ai vue donc lundi, nous a encore signalé, et en tout cas confirmé, que pour les prochaines élections en Roumanie, ils mettaient en ordre des réunions, des codes de conduite, des codes de bonne pratique autour des élections. Mais ça aussi, c'est nouveau. C'est pas normalement la compétence de Bruxelles d'organiser, de contrôler, de donner des lignes directrices aux autorités nationales pour suivre des élections. Et là, sous l'angle des réseaux, des plateformes, donc de la liberté d'expression. Et au regard de cette phrase, ça veut dire qu'on a déjà le narratif qui se met en place, donc les objectifs de l'Union, et pas de critique au regard de politiciens qui auraient des doutes ou qui auraient dénoncé, notamment, vous avez vu, il y a ce scandale autour des ONG qui sont on va en parler plus tard, ça, effectivement, Virginie Geron. Mais quelque chose, vous faites bien de parler des élections. On a vu quand même ce qui s'est passé en Roumanie, quand le Călin Georgescu, qui est arrivé à 40% des voix, on a tout simplement annulé les élections. Deuxièmement, on empêche le dit Călin Georgescu de se représenter. Troisièmement, vous avez vu ce qui se passe en Irlande avec Conor McConnor, vous savez, le lutteur, enfin voilà, et qui doit se présenter et qui apparemment a des chances. Eh bien, on est en train de dire, en tout cas, ça c'est la Cour constitutionnelle d'Irlande, bien sûr, c'est pas l'Europe. Mais est-ce que l'Europe, ça veut dire que quelque part veut s'arroger le droit d'orienter ou de diriger l'élection, ça doit aller dans l'autre sens. Si ça va pas dans l'autre sens, eh ben c'est pas valable et c'est pas légal. C'est tout à fait ce qui est en train de se mettre en place. Et ils utilisent cette commission spéciale qui est là que pour quelques temps. Donc, ce rapport-là, vous avez là les objectifs de cette commission qui va aboutir, qui va accoucher d'un rapport, pas législatif, mais de recommandation pour que la commission Van der Leyen puisse créer un nouvel outil, un nouvel organe pour dire, les députés, parce que il faut croire que c'est démocratique tout ça, hein, on peut croire que tous les groupes politiques ont un droit de regard sur toutes ces auditions, toutes ces expertises qu'ils convoquent pour donner un petit peu du débat sur le sujet, mais c'est complètement faux. Vous avez bien vu, à chaque fois, les experts qu'ils invitent sont toujours des experts qui défendent le narratif de l'Union européenne et qui défendent le narratif surtout de ceux qui ont perdu les élections. Donc on voit bien que c'est la fausse démocratie durant l'organisation de cette commission pour accoucher d'un outil que Mme Van der Leyen va s'arroger pour contrôler les futures élections. C'est ce qui a été mis en place lors du précédent mandat au regard de la compétence santé. On a eu la pandémie, on a une commission spéciale et on a eu aujourd'hui, avec la nouvelle mandature, maintenant, la compétence santé qui est dans les mains de Van der Leyen. On a eu la même chose avec la crise en Ukraine où maintenant on a la compétence défense qui est en train de se mettre en place au sein de l'Union européenne. Donc ce qu'ils veulent, c'est contrôler les médias et les élections, parce qu'ils voient que depuis 2 ans, même plus, bien avant avec nous, avec la montée des Rassemblements nationaux ici au Parlement, mais on a vu que dans tous les autres pays européens, il y avait cette montée qui n'arrivait plus à contrôler, montée des patriotes, que ce soit en Autriche, que ce soit aux Pays-Bas, et surtout l'avènement de Trump. Alors ça a été le coup fatal, et donc l'accélération
ici à Bruxelles pour contrôler ce narratif qui les effraie et qui veulent contrôler, parce que vous avez bien vu, ils ont des objectifs avec cette Union européenne. Alors, et l'objectif, c'est quoi? Je termine juste là. L'objectif, c'est de créer une Europe fédérale. Mais alors, c'est très intéressant. Est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, corrigez-moi si je me trompe. Le sentiment qu'on a, c'est qu'au fond, cet État profond, alors certains disent non, ça n'existe pas, mais on sait très très bien ce que ça veut dire. Ce qui se passe aux États-Unis font qu'un certain nombre de gens, je parle de globalistes mondialistes, qui sont un peu, frappés, en tout cas, ébréchés, je dirais, à Washington, se transportent à Bruxelles. C'est-à-dire que Bruxelles devient le cœur du réacteur, d'un certain réacteur, de la résistance justement à la montée des souverainismes. En tout cas, tout se passe comme si. Alors en tout cas, c'est vrai que vous avez les démocrates qui sont pour moi des faux démocrates qui ont perdu ces élections. Et vous voyez bien qu'en Europe, ils existaient aussi, puisqu'on l'a vu au regard de USAID, où vous avez toutes ces organisations qui, du jour au lendemain, n'ont plus de vivre, et on les a vus sortir de leur grotte. Et je vais vous donner un autre exemple. Je suis intervenue sur le sujet, c'est Radio Free Europe. Vous savez, c'est cette vieille radio qui avait été créée par la CIA américaine, pour le narratif américain, depuis la guerre froide, oui. Son siège est en République tchèque. Et donc, on ferme donc Trump avec cette nouvelle volonté de contrôler son budget, donc fermeture de USAID. Et donc, un des fleurons, c'est sur cette radio. Ouais. Direct, donc suppression de 140 millions de dollars par an. Et donc, la réaction de Bruxelles, c'est de dire, écoutez, on va reprendre le budget pour continuer à faire vivre cette radio. C'est-à-dire c'est l'Union européenne qui va, la Commission européenne, l'Union européenne qui va financer Radio Free Europe. Ils vont remplacer les Américains. Exactement. Donc on voit bien qu'effectivement c'est plutôt politique. Les démocrates ont perdu aux États-Unis, effet direct au niveau de l'Europe, puisqu'ils avaient depuis des années, ils étaient cumulés via des fondations, via des think tanks, via des ONG, ça c'est le sujet après, et vous verrez bien qu'il y a des liens, mais ces liens étaient politisés. Et le fait d'avoir cette nouvelle vague qui vient des États-Unis avec une nouvelle politique, eh bien, on voit bien que tout le château de cartes s'effondre ici, en Europe, et avec une certaine résistance via Bruxelles, via Madame Loiseau, via Madame von der Leyen, qui tente un petit peu de résister à cette vague. Tout à fait. Alors on va en parler juste après cette petite pause, Virginie Geron. Restez avec nous, c'est passionnant, avec ce qui se passe avec les ONG, le financement des ONG par l'Union européenne. Je rappelle que ça s'appelle organisation non gouvernementale, mais ce sont les gouvernements à travers la Commission européenne qui subventionnent les organisations non gouvernementales. Vous voyez, sémantiquement c'est déjà intéressant, mais la réalité est encore plus passionnante. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Que se passe-t-il avec la Commission européenne, le Parlement européen, l'Union européenne? N'oubliez pas que c'est notre président, c'est notre pouvoir exécutif global, continental. Et on va parler, justement, vous avez aussi soulevé ce problème et cette grande question, Virginie Geron, c'est les ONG. Alors, les ONG, les organisations non gouvernementales, eh bien, on apprend, effectivement, on le savait déjà, mais on apprend que l'Union européenne verse des milliards aux ONG. On a suivi le Qatargate, les valises pleines de billets d'un certain nombre de députés européens, parce que ce qu'on a appris, et vous allez nous le confirmer ou pas, Virginie Geron, c'est que Ursula von der Leyen et la Commission européenne subventionnent des associations ou des ONG pour influencer les votes du Parlement européen, dont vous faites partie, bien sûr, Virginie Geron. Et effectivement, donc un rapport de la Cour des comptes européenne apporte une réponse, eh bien, où sont les milliards, à qui sont-ils, etc. Et c'est financé par la Commission à hauteur de 7,4 milliards d'euros. Je répète, c'est notre argent, à nous Européens, 7,4 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que c'est ces ONG? Comment ça se passe, Virginie Geron? Vous avez bien fait de rappeler un élément essentiel du dossier, c'est le Qatargate. Tout est parti de là, même si on sait depuis des années. De la nouvelle définition, parce qu'en fait, il y a eu cette affaire du Qatargate qui a mis en exergue deux associations, deux ONG. Je vous rappelle les noms parce que c'est important de le rappeler. C'est Fight Impunity,
lutter contre l'impunité, et l'autre c'était No Peace Without Justice. C'était deux ONG bidons qui récupéraient de l'argent de la Commission sous couvert d'influence du Qatar auprès des parlementaires et pour faire changer un peu la donne pour leur image. D'accord. Et donc, en fait, il y a eu une définition qui a été rajoutée sur le règlement financier, une définition très précise. Vous l'avez dit aussi, c'est très bien, parce qu'ONG, je l'appelle en organisation non gouvernementale. Non gouvernementale. Mais en fait, il y a une définition très précise. Et c'est tout l'intérêt du sujet. Parce qu'après, il y a eu enquête, on voit bien que tout est opaque, et surtout, on voit bien qu'il y a des cascades d'ONG qui sont mises en place, un écosystème d'ONG qui est mis en place. Il n'y a pas de contrôle de la Commission, donc on ne se pose pas. On se demande même s'il n'y a pas une complicité. La définition est importante. Le règlement financier de l'Union définit une ONG comme étant une organisation bénévole, indépendante des pouvoirs publics, sans but lucratif, qui n'est ni un parti politique ni un syndicat. Et à partir de là, ces ONG, qui sont identifiées par la Commission, sont répertoriées dans un registre transparent qui est public, et donc elles peuvent obtenir certaines subventions au regard des programmes mis en place par l'Union européenne. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est vrai, c'est 50 pages, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le dossier. Moi, ce qui me sort, qui est flagrant, c'est le problème de la définition d'une ONG. Vous avez ici, là, on a défini ça, cette définition qui a été actée par le Parlement suite au Qatargate, parce que c'était le problème de ces deux associations, deux ONG socialistes, qui finalement étaient politisées et étaient bidons. Et donc, on a mis en place cette définition, mais on voit bien qu'avec cette enquête de la Cour européenne qui a fait 50 pages, dit qu'il y a un flou. C'est-à-dire que les critères que la Commission devrait regarder ne sont pas mis en place. Je vous donne un exemple. Oui. Oxfam. Je pense que vous connaissez. Oxfam, c'est une espèce d'organisation dite non gouvernementale britannique qui exerce depuis des années en Europe. Quand vous regardez dans son registre de transparence, eh bien, à chaque ligne où il y a la mention subvention de l'Union européenne, normalement, ils doivent le déclarer. Donc, depuis 2009, ils sont enregistrés à la Commission ici. Depuis 2009, ils sont enregistrés et tous les ans, ils doivent indiquer qu'il y a eu des changements, s'ils ont eu de l'argent. Combien ils ont eu, etc. Combien ils ont gagné. Alors, ils mettent qu'une partie et surtout, tout ce qui concerne les subventions de l'Union européenne, c'est NA, ça veut dire non opportun. C'est-à-dire qu'ils ont rien à mettre à ce Vous voulez dire, ils mettent pas de chiffres, vous voulez dire? Ils mettent pas de chiffres. Donc, ils mettent zéro, en fait. Hein. Et quand on regarde sur le site de la Commission, eh bien, ils ont touché, j'ai les chiffres là, presque 1 milliard d'euros en 10 ans. Donc, depuis, 1 milliard d'euros en 10 ans pour Oxfam. Voilà, pour Oxfam International. Mais ils ne le mettent pas sur le registre de la transparence. Après, vous allez sur le même registre de la transparence, il y a un autre Oxfam Belgique, un peu plus haut, et on regarde aussi ce qu'il y a dedans. Et par contre, là, ils mettent qui touche de l'argent de l'Union européenne, donc c'est 6,3 millions d'euros. Et là aussi, quand je vous ai dit la définition, ils disent bien que c'est toute ONG sans but lucratif. Et quand vous regardez dans le registre de la transparence, vous voyez qu'il y a des ventes de magasins pour 13 millions. Donc, la Commission ne fait pas son boulot. Parce qu'au regard de cette définition que nous avons tous votée, eh bien, on voit bien que de l'argent est dilapidé auprès de ces ONG, sans regarder si ils répondent à ces critères. Et puis, j'ai envie de vous dire, Oxfam France, vous savez qui est la présidente? Qui est la présidente? Ah, on n'a pas entendu. Cécile Duflot. Cécile Duflot. Ah ben oui, bien sûr, c'est vrai. Bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais, donc, vous voyez bien qu'il y a toujours un lien. Déjà, il n'y a rien de bénévole. Ces gens-là, quand vous regardez plus près leur salaire, ils ne les publient pas d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on les publie. Parce que on ne publie pas les salaires de ces... Non, c'est oui, puisqu'ils ne publient rien en plus. Enfin... Ils ne publient rien. Donc, on a un problème aussi, parce qu'ils sont quand même... C'est normalement 100% subventionnés. Donc, ce qui veut dire que c'est de l'argent public. On ne connaît pas leur salaire. Vous voyez bien que la madame Duflot, elle n'est pas nette politiquement. Hein, donc, ancienne secrétaire des écologistes. Une des figures de l'écologie, bien sûr. Bien sûr. Et donc, elle se retrouve à la tête de Oxfam France. Elle, avec maintenant dans le registre de transparence où il y a un flou, on ne sait pas combien il touche. Et donc, on voit bien que la Commission ne fait pas son travail. Et c'est très bien que la Cour des comptes leur rappelle 50 pages à charge. Et je vais vous donner un autre exemple qui est encore pire pour la France, qui est accablant. Les juges ont demandé à ce que, parce qu'il y a un problème de définition. Et c'est tout le sujet. Oui, c'est la définition. Oui.
du gros dossier, parce que vous l'avez dit, c'est quand même 7,6 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Et le problème de la définition, comme vous l'avez dit aussi, quand il y a il y a un loup, et donc effectivement, la France ne définit pas ce que c'est une ONG. Et là aussi, donc c'est très bien parce que les juges l'ont écrit, c'est noir sur blanc, page 21, vous verrez qu'ils ont demandé à ce que les autorités nationales transmettent leurs critères de sélection des ONG qui touchent en France les subventions, puisqu'il y a des programmes qui s'adressent directement à des ONG françaises, donc c'est notamment FSC+, c'est un soutien européen à l'aide alimentaire, et l'autre qui est important, famille, c'est un fonds asile, migration et intégration. Eh bien, la France a répondu à ces vœux qu'elle n'avait pas donné de définition à des ONG. Donc en fait, c'est n'importe quoi. Si on donne des chèques, on ne sait pas à qui. Mais Virginie Geron, il y a quand même un problème de base. Enfin, moi, je parle vraiment à un niveau je sais pas moi, du bon sens. Si ça s'appelle organisation non gouvernementale, je répète, ça ne devrait pas être subventionné par les gouvernements. Pardon. Moi, ça devrait être subventionné. Ce serait très bien. Bravo pour les associations. Et il y a des associations qui font un travail formidable, des bénévoles, etc. Et puis pourquoi pas, mais qui soient aidés par les dons des gens qui y croient, qui ont envie d'y croire. Il y a des millions de personnes et c'est très bien, les dons, les abonnements, s'il y a des choses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est on parle d'ONG et en fait on constate qu'ils sont subventionnés à 4,20 ou 4,10% soit par les gouvernements européens, soit par la Commission européenne, soit par les gouvernements nationaux. Et on le voit à l'intérieur de la France. Il y a quand même quelque chose de je ne sais pas moi, du bon sens, du vocabulaire de base. C'est un écosystème qui a été mis en place depuis des années avec des gens qui tirent la couverture à leur profit. L'avantage de ce rapport, c'est que pour le coup, il n'est pas du tout politisé, mais très neutre et il met en lumière cette problématique. Effectivement, ONG non gouvernementale, pourquoi pas, mais on voit bien que dans les faits, il y a des montages, il y a une opacité, il y a un manque aussi de volonté de la Commission de regarder de plus près les critères. Et moi, je vous dis, pour moi, les complices, et vous l'avez rappelé aussi, avec ce scandale qui a éclaboussé la Commission en début d'année, c'est le projet LIFE, où on s'est rendu compte que des programmes étaient subventionnés par la Commission en termes de lobby, pour pousser certains parlementaires à accepter le Green Deal, donc vous savez, c'est le fameux pacte vert. Le pacte vert, oui. Le pacte vert pour accepter l'inacceptable au regard notamment de la fin de voitures à moteur thermique. Donc oui, c'est assez hypocrite d'un côté de dire, de défendre, comme on l'a vu dans la première partie de l'émission, les valeurs de l'Union européenne. Il faut contrôler, il faut protéger les Européens d'ingérence extérieure. Et en fin de compte, tout l'écosystème qui est mis en place, à chaque société, vous pouvez regarder, donc Oxfam International, il y a des fonds qui viennent de l'autre bout du monde. European Climate Foundation, Open Society Foundation, bon, toujours les mêmes. Open Society Foundation de George Soros, voilà, je le rappelle comme ça, en passant. Hein. Exactement. Et donc, la plupart de ces ONG, elles ne sont pas neutres politiquement et aussi par des ingérences étrangères. Je reviens sur l'exemple pour moi le plus flagrant, c'est Expert Forum. On les a contactés pour la commission, c'est pas moi, Madame Loiseau, pour parler des élections en Roumanie. Expert Forum, donc c'est un think tank roumain, financé à 90% par les États-Unis, enfin l'ancienne administration. Ouais. Donc vous voyez bien que et la Commission aussi participe à ce financement. Vous verrez, ils ont mis leur logo sur leur site. Donc il n'y a pas de neutralité du tout, manque de transparence. Ouais. Et d'ailleurs, une des associations, moi j'aime bien une association. Il ne s'agit pas ni de l'attaquer ni de la défendre, mais j'adore quand une association s'appelle Transparency International. Vous avez entendu parler. Oui. C'est pas mal, Transparency, alors qu'on cherche la transparence. Une dernière question qui est à Virginie Geron, de toute façon, on sera appelé à reparler de tout ça. C'est quoi, aujourd'hui, les valeurs européennes, puisque c'est au nom des valeurs européennes qu'on fait tout ça? C'est quoi les valeurs européennes? Alors, si je lis dans les rapports et dans la politique qu'ils mettent en place, c'est copinage, corruption, c'est conflit d'intérêts et c'est opacité. Hein. Vous savez, l'affaire du Pfizergate où on a demandé l'accès aux contrats et les fameux SMS et les contrats, voilà, les SMS, etc. Oui, bien sûr. C'est toujours caché. Et l'exemple type, c'est quand je demande l'accès au contrat LIFE, là, vous savez, ce scandale où on a financé des ONG.
je n'ai pas le droit de faire une photo de ce contrat. Je dois signer un papier où je dois dire que je ne parlerai pas de ce contrat, de ce que j'ai vu. Et quand je fais une photo, parce que je l'ai essayé sur mon ordinateur, on voit mon nom tout de suite, donc je ne peux pas l'exploiter. Donc c'est opacité, conflit d'intérêt, corruption, toutes les valeurs que nous dénonçons, quoi. C'est l'opposé total, parce que c'est encore une fois l'argent public, et aussi, j'ai envie de dire, perte de souveraineté, parce que ils veulent contrôler aussi tout ce qui se passe dans d'autres pays, comme notamment en Hongrie, et notamment en Roumanie avec les élections. Voilà, vous savez, au temps de Molière, Tartuffe sévissait dans certains milieux. Aujourd'hui, Tartuffe sévit dans une certaine commission. Merci Virginie Geron. Merci à vous.